Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'enlisement de la crise anglophone engendre une insatisfaction grandissante des Camerounais dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ils expriment leur mal-être dans une enquête publique qui vient d'être rendue publique par Afrobaromètre et qui évoque l'ampleur du malaise social au Cameroun. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Le gouvernement reconnaît une collusion entre certaines autorités administratives, les chefs traditionnels, les élites dans l'exploitation forestière illégale au Cameroun. Le constat est criard. Les communautés villageoises se plaignent de ne pas être impliquées dans le partage des revenus issus des exploitations forestières. C'est le dossier du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Quel est votre degré de satisfaction de la manière dont la démocratie fonctionne au Cameroun? C'est l'une des questions posées à près de 1200 Camerounais dans le cadre d'une enquête d'opinion publique réalisée par Afrobaromètre. Et les réponses illustrent un malaise social profond dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La majorité des Camerounais résidant dans ces régions, victimes de la crise anglophone, sont insatisfaits du fonctionnement de la démocratie. Ils déplorent l'intimidation politique et très peu croient encore en l'unité nationale du Cameroun. Évocation avec Jean-Paul Chouniat. De l'étude de Afrobaromètre, publiée courant mars 2019, les citoyens camerounais des régions du sud-ouest et du nord-ouest ne croient plus en l'unité du pays depuis l'éclatement de la crise anglophone en octobre 2016. Pour eux, la gestion de cette crise depuis 3 ans a fait reculer la démocratie, la gouvernance et le sentiment d'unité nationale au Cameroun. Tenez par exemple en 2015, 52% d'anglophones étaient satisfaits du fonctionnement de notre démocratie. Mais en 2019, seuls 12% contre 33% chez les francophones considèrent notre pays comme une démocratie. Deuxième point, la confiance aux forces de sécurité et en l'État s'est énormément dégradée au regard des suspicions et autres accusations de commettre des exactions contre les populations civiles au nord-ouest et au sud-ouest. De plus de 60% d'anglophones qui croyaient en nos forces de défense et la police, ils sont désormais plus de 40% à se méfier des forces de maintien de l'ordre et l'armée. Au sujet des libertés individuelles, 8 anglophones sur 10 trouvent qu'elles ont reculé, que le pensent 2 francophones sur 10. Enfin, sur le sentiment d'appartenance à la nationalité camerounaise, plus de 30% d'anglophones s'identifient fortement à leur groupe ethnique qu'à leur nationalité camerounaise. Ceci contre moins de 15% chez les francophones. D'après Afrobaromètre, les anglophones dans leur majorité ont de moins en moins confiance à la pérennité de la démocratie camerounaise, aux institutions et aux dirigeants qui gèrent le pays. Des perceptions moins accentuées chez les francophones. Pour Afrobaromètre, un réseau panafricain d'enquête d'opinion publique sur la démocratie et la gouvernance en Afrique, l'unité nationale du Cameroun est plus que menacée avec une fracture sérieuse de la cohésion sociale entre les 2 groupes linguistiques anglophones et francophones. Une culture héritée de la colonisation française et anglaise au sorti de la Première Guerre mondiale. Et précisons à la suite de ce reportage que le professeur Maurice Kamto, depuis son lieu de détention et ses alliés politiques, exhorte le pouvoir à sortir de leur arrogance habituelle pour faire du dialogue inclusif sans condition et de la réforme consensuelle du système électoral, les priorités de l'année politique 2019. Le professeur Maurice Kamto qui critique l'initiative du gouvernement camerounais de mettre sur pied un projet de loi visant à pouvoir modifier, du moins annoncer la répartition des conseillers régionaux à travers le triangle national et d'annoncer à travers ce projet de loi les élections régionales, ce que conteste le président du MRC, le professeur Maurice Kamto. Il était ce matin à la cour d'appel du côté de Yaoundé, dans les bureaux du juge concernant l'audience en appel pour l'habeas corpus. Et cette audience a duré à peine une vingtaine de minutes. L'affaire a été renvoyée au 6 avril prochain. Le juge a demandé davantage d'avoir des éléments concernant le dossier de Maurice Kamto et d'autres co-détenus
qui exige une demande de mise en liberté provisoire. Ils ont de leur côté, la défense a demandé que ces audiences soient publiques et non qu'elles se tiennent dans les bureaux du juge de la cour d'appel. L'affaire a été renvoyée au 6 avril prochain. Évoquons à présent une situation rocambolesque qu'ont vécu les Camerounais sur l'axe Douala-Yaoundé. Dans la nuit de lundi à ce mardi, la route a été coupée à la suite d'un incident qui s'y est produit. Le ministre des Transports parle d'une collision entre un bus et un gros porteur semi-remorque sur les lieux de l'incident qui a coupé la route durant près de 15 heures. D'autres témoignages font état de l'éclatement des roues de ce camion semi-remorque. Il a fallu du temps pour une intervention afin de libérer la chaussée et de permettre et faciliter la circulation. On fait le point avec nos reporters. Un camion transportant des produits brassicoles tombé à la renverse sur la chaussée et sa cargaison de casier jetée ça et là. Nous sommes sur la nationale numéro 3, au lieu d'Imam, dans le département d'Union Ikeli. L'accident s'est produit il y a plus de 24 heures, perturbant fortement la circulation sur cette axe de 21h à 14h. Un communiqué du ministre des Transports parle d'une collision entre un véhicule de tourisme et un camion de produits Guinness. Selon les témoins, c'est l'éclatement des roues avant de ce camion qui serait la cause de cet accident. Le conducteur de ce camion s'en sort grièvement blessé. Le contenu des casiers de bière a été vidé par les premiers arrivés sur les lieux de l'accident. Une enquête a été ouverte auprès du peloton motorisé de Boumniébel. Dans l'actualité, évoquons à présent ce problème concernant les exploitations forestières illégales au Cameroun. La société civile qui tire la sonnette d'alarme concernant le manque de respect de la réglementation en vigueur et ils sont pointés du doigt les exploitants forestiers au Cameroun. Une rencontre s'est tenue à cet effet pour les sensibiliser sur l'enjeu de respecter la législation en vigueur en matière d'exploitation forestière au Cameroun. D'autres précisions avec Dallas Kana et Xavier Foka. Selon certaines études, 13 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année, soit l'équivalent d'un terrain de football toutes les 15 secondes. La section forêt de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun a exprimé ses inquiétudes sur l'état des forêts dans le pays. Selon l'état des lieux réalisé par cette institution, plus de 3/4 des 22 millions d'hectares de forêt que couvre le Cameroun sont exploités pour diverses activités. La situation qui commence à inquiéter amène le gouvernement à rappeler aux entreprises exploitantes des forêts leur obligation en vue de protéger l'environnement. Tout en exploitant de la forêt, l'entrepreneur ou alors l'entreprise est obligée de faire des mesures de compensation, soit au niveau social, soit même au niveau de reboisement, de la plantation de nouveaux arbres dans d'autres domaines pour donner une compensation à l'exploitation forestière. D'autres mesures, telles le diamètre et la hauteur des essences à couper, sont à considérer, ce qui n'est toujours pas le cas et sonne comme un aveu d'échec du gouvernement qui ne réussit pas à contrôler ses entreprises. Le problème de distance, le problème de moyens fait en sorte que l'administration ne peut pas être sur le terrain à tout moment et un peu partout. Ce qui fait que il n'y a jamais d'exploitant à 100% réglo, il y a toujours des brebis galeuses. Quoi que vous fassiez, quoi que les gens aient signé des cahiers de charges, respectant ou bien prenant des engagements à respecter les règles de la déontologie dans ce domaine-là, mais dès que vous tournez le dos, il y a toujours quelque chose dans ce sens-là. C'est fort de ce constat que le gouvernement a ratifié des accords afin de parvenir à une meilleure croissance grâce à un développement rural durable en partenariat avec la société civile et les peuples autochtones. Il y avait des entreprises qui ont déjà des initiatives qui englobent, n'est-ce pas, ou alors qui intègrent justement le problème de la déforestation en travaillant avec les communautés, en améliorant par exemple les rendements pour s'assurer qu'ils vont développer leur productivité sans rentrer sans davantage déforester. La réussite de telles initiatives est tributaire du respect des engagements par les entreprises sous le contrôle de l'État en vue de la protection des espaces protégés. Les zones à haute valeur de biodiversité qui sont justement des zones qu'il faut sauvegarder, qui sont promues par la RSPO, qui est l'un des principes, n'est-ce pas? L'État camerounais devrait
davantage, n'est-ce pas, s'assurer qu'ils mettraient en place ces entités et ces outils pour pouvoir permettre justement aux entreprises de pouvoir davantage se conformer, n'est-ce pas, à leur objectif d'atteindre, de réduire la déforestation. Continuer à répondre aux besoins toujours croissants de la population repose aussi sur le principe de produire sans déforestation. On doit régénérer ces plantations au fur et à mesure avec les plans améliorés. Et avec cette technique, ça permet de doubler la production, améliore la productivité. Donc on n'est pas obligé d'aller créer d'autres plantations pour pouvoir mettre du cacao. Mais avec les surfaces qui sont déjà cultivées, là, on peut améliorer la productivité de ces terrains. C'est pour résoudre ces problèmes liés à la question de la protection de l'environnement que le gouvernement, les acteurs de la société civile et des responsables d'entreprises d'exploitation forestière se sont retrouvés à Douala. Et le gouvernement reconnaît qu'il existe des collusions entre de nombreux chefs traditionnels, des élites et des autorités administratives dans les activités d'exploitation forestière illégale et de braconnage. Dans une correspondance adressée aux gouverneurs de région, préfets et sous-préfets, le ministre de l'administration territoriale les rappelle à l'ordre. Ces autorités doivent veiller à la stricte application du régime des forêts et de la faune, précise le ministre Paul Atangandi, et il prévient que ces autorités administratives doivent sanctionner tout contrevenant à ces dispositions. Il appelle les gouverneurs, sous-préfets et préfets à soutenir les agents qui sont commis pour les contrôles forestiers dans les différentes parties du Cameroun. Évoquons à présent la situation politique dans le septentrion après la présidentielle 2018. Vous le savez, les résultats des élections présidentielles dans cette partie du Cameroun les résultats ont été au centre d'une contestation post-électorale devant le Conseil constitutionnel. Finalement, le président de la République a été déclaré vainqueur lors de la dernière élection présidentielle avec un score important dans le septentrion. Aujourd'hui, les différentes formations politiques se mobilisent dans la perspective des prochaines élections locales. Et là-bas, les coups politiques sont légion, comme le constatent nos reporters Emmanuel Diop, Amadou Daïrou et Guy Zogo. Le stade municipal Lamido Yaya Daïrou, c'est ici même que Paul Biya a lancé sa campagne électorale, en tout cas l'unique meeting de sa campagne électorale pour l'élection présidentielle 2018, pour s'adresser non seulement aux militants du RDPC de la région de l'extrême nord, mais aussi à l'ensemble des Camerounais. Ces deux principaux adversaires, notamment Maurice Kamto et Cabral Libye, n'ont pas recouru à la même méthode et ont pris la parole à des endroits différents ici dans la région de l'extrême nord. Pour le RDPC, après la victoire de Paul Biya à la présidentielle, la preuve de sa popularité est encore visible des mois après, instillant ainsi que ce n'est pas le cas pour ses concurrents. C'est le chez lui ici, c'est sa seconde maison, parce que peut-être après Vomeka Yaoundé, c'est Maroua. La preuve en est que lors des élections présidentielles, la seule ville qu'il a eu à visiter, c'est la ville de Maroua. Et le seul arrondissement qu'il a eu à visiter, c'est l'arrondissement de Maroua 1er, où toutes les festivités se sont déroulées avec faste et une joie immense. Toutes les femmes ici, ce sont les Amazones de notre président Paul Biya, chef de l'État, qui est en même temps notre président national. Et Maroua, la région de l'extrême nord, c'est la fille aînée du renouveau. 6 mois après l'élection présidentielle, les effigies du président Paul Biya sont encore omniprésentes dans les rues de Maroua, ce qui permet aux responsables de ce parti politique d'affirmer que c'est la preuve de la popularité du chef de l'État. En revanche, pour l'opposition, c'est une manipulation et celle-ci consiste notamment à s'en prendre aux effigies de Maurice Kamto, quasiment invisible ici dans le chef-lieu de la région de l'extrême nord, et explique notamment que des personnes ont été payées pour s'en prendre à l'image de leur candidat. Mais quand eux, ils chassent les gens qui s'inscrivent même sur la liste. Le RDPC vit par cette méthode où il fait croire à tout le monde qu'il n'y a que le RDPC dans cette république. Ils ont payé des gars pour déchirer nos affiches. Donc nous avons affiché. Si vous faites juste un petit tour le long de la présidence, vous allez voir qu'au niveau du rond-point, il y avait des affiches du MRC. Les reliquats sont là, de ce qu'ils ont déchiré. Donc c'est un parti qui brille par le sabotage, par un manque de galanterie politique.
Au mouvement 11 millions de citoyens, les mérites du candidat de ce parti sont mis en avant comme ancrés dans la région longtemps après la présidentielle. Notre candidat était aussi un candidat qui avait dominé le terrain aussi dans les actions avec ses militants tels que l'équipe de mouvement 11 millions. Et ça a été bien perçu par la population. Et ils ont beaucoup vraiment apprécié notre candidat selon sa jeunesse, sa conception des choses et sa détermination pour le changement. Désormais, le regard de ces forces politiques est tourné vers les jours électoraux à venir. La section RDPC du Diamarais Centre est inscrite avec plus de 58 000 électeurs. Et aujourd'hui, pour nous, notre challenge, c'est d'avoir 70 000 électeurs. C'est déjà l'assaut sur les différentes municipalités que nous avons ici et les législatives également. Mais nous insistons toujours sur la réforme, la révision du code électoral qui aujourd'hui ne profite qu'à Paul Biya. Notre mouvement, on continue à sensibiliser la population, à s'inscrire pour voir déjà l'élection municipale et législative. Comme quoi, plus que jamais, la bataille politique bat son plein dans la région de l'extrême nord. Dans le reste de l'actualité, la séquestration des patients indigents prend de l'ampleur dans les hôpitaux publics au Cameroun. C'est le constat que déplore le ministre de la Santé publique lors de sa visite de terrain effectuée il y a quelques semaines. Aujourd'hui, il exige la libération de tous ces Camerounais indigents dans les formations sanitaires. Quelle est l'ampleur de ce problème dans la capitale économique du Cameroun? Comment comptent s'y prendre les médecins-chefs, ceux qui sont responsables des formations sanitaires publiques dans la ville de Douala? Et le monde des réponses avec Innocent Abega et Kate Diarra. Les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite pour le compte de l'année 2019 sont lancées. Occasion pour les enfants âgés de 0 à 56 mois de se faire administrer le vaccin qui les mettra à l'abri de cette maladie paralysante. Les enfants de 0 à 59 mois, c'est cette cible-là qui sera la plus touchée. Mais il faudra préciser que s'agissant de l'administration de la vitamine A, elle sera réservée aux enfants à partir de 6 mois, de 6 à 59 mois. Et pour le déparasitage, ce sera administré aux enfants à partir de 12 à 59 mois. Mais le vaccin, il sera administré à tous les enfants entre 0 et 59 mois. En prélude à ces journées qui se dérouleront sur l'étendue du territoire, de nombreux acteurs ont reçu la formation nécessaire à la bonne administration du vaccin sur les enfants. La phase de sensibilisation est enclenchée afin de permettre aux parents, des fois méfiants et dubitatifs, de reconnaître les agents du programme, mais surtout de les mettre facilement en contact avec leurs enfants. Ces équipes seront reconnaissables à travers les dossards qu'elles vont arborer, soit de couleur bleue ou de couleur jaune, où vous verrez écrit dessus mobilisateur ou vaccinateur. Et je le rappelle, elles ont été formées. Il est recommandé, pour ce faire, de garder les enfants à la maison, à défaut de les conduire dans le centre de santé le plus proche. La campagne va se dérouler en 3 jours, de vendredi à dimanche. Il faudrait donc le dire que les parents ont intérêt à garder leurs enfants à la maison parce que si jamais il y a des cas manqués, les enquêtes vont passer par la suite pour se rassurer que tous les enfants ont été vaccinés. Au total, c'est près de 1654 mobilisateurs sociaux qui ont été formés pour ces journées nationales de vaccination. Ils essaieront, autant que faire se peut, de vacciner environ 700 000 enfants sur l'étendue du territoire. Vous venez de suivre un reportage concernant les campagnes de vaccination annoncées dans la capitale économique du Cameroun et le ministre de la Santé publique, lui, qui s'insurge contre la séquestration des patients indigents dans les formations sanitaires publiques au Cameroun. Il a exhorté les responsables de ces hôpitaux publics à libérer tous les patients qui se trouveraient soit retenus en raison de leur insolvabilité et de lui rendre compte des coûts irrelatifs concernant leur séjour médical. Le ministre de la Santé publique qui demande la mise en place des solutions adaptées et moins dégradantes dans la prise en charge de ces patients indigents. Il suggère aux responsables des formations sanitaires publiques de mener des enquêtes sociales
afin de déterminer le statut d'indigence de ces patients insolvables. C'est ainsi que s'exprime le ministre de la Santé publique. Et un autre problème de santé publique au Cameroun, c'est le difficile accès à l'eau potable qui engendre de nombreuses maladies hydriques. Le constat est fait cette fois-ci dans la région de l'Ouest, là où les populations éprouvent de sérieuses difficultés à avoir accès à l'eau courante. Du coup, elles doivent parcourir des kilomètres à pied afin de trouver un point d'eau, de l'eau parfois souillée. De nombreuses maladies s'en suivent et certaines communes essayent tant bien que mal de mettre sur pied des projets d'adduction en eau potable. Reportage Leclerc Sakem. Dans la région de l'Ouest Cameroun, l'accès à l'eau potable est encore un besoin de première nécessité. Les robinets sont secs. Dans les zones rurales, la situation est plus compliquée. Le manque d'infrastructures d'eau sanitaire combiné avec des pratiques d'hygiène insalubres cause des maladies récurrentes liées à l'eau sale. Trop de difficultés par rapport à l'eau, trop de difficultés. Parfois là, il y a les marigots. Parfois tu arrives au marigot, c'est très sale. Ce n'est pas... Donc, on buvait de l'eau sale. Vraiment, on buvait vraiment de l'eau sale. Certaines communes de la région de l'Ouest se dotent les petits moyens pour avoir le précieux liquide. Celle de Baham, par exemple, se fait accompagner par les organismes non gouvernementaux. Vous savez, l'eau, c'est la vie, c'est pas qu'un vain slogan. L'eau, c'est la santé. La corvée de l'eau, on sait, c'est la préoccupation d'abord des enfants, d'abord des femmes. Et donc, ça paraissait naturel et normal de commencer par cela. Ces actions sont également le fruit de la coopération Nord-Sud. Il y a différentes, on va dire, structures, différentes volontés qui effectivement nous ont accompagnés durant le processus. Il y a d'abord la mairie de Saint-Germain au Mont-d'Or en France, que nous avons pu mettre en relation avec la commune de Baham dans le cadre de ce qu'on appelle les partenariats de coopération décentralisés. Et donc c'est dans ce contexte-là que nous avons pu saisir un certain nombre d'opportunités. Le projet a pris corps dans les villages Djemgue et Chénier dans la commune de Baham. Au cours d'une réunion, les populations de ces localités ont été édifiées sur les conditions de fonctionnement et de branchement. Ces efforts sont insuffisants puisque la population est de plus en plus croissante. Les besoins en eau potable sont grandissants. À présent, l'escale internationale, le Mali qui peine à se remettre de cette violente attaque meurtrière contre les populations civiles et un professeur kényan célébré dans le monde entier pour son système de pédagogie. On voit tout cela avec Gladys Sidi. Les images sont insoutenables. Un village complètement ravagé. Des corps calcinés d'hommes, de femmes et d'enfants au milieu de cases incendiées. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis le début de la crise au Mali en 2012. Plus de 136 personnes ont péri. Face à l'horreur et la violence de l'attaque, le gouvernement malien a tenu un conseil de ministres extraordinaire en présence du président Ibrahim Boubacar Keïta. Une série de mesures fortes ont été prises. Limogeage de l'état-major malien, armée de terre et de mer, et dissolution d'une assemblée de chasseurs soupçonnés d'être responsables de la tuerie. Nous avons procédé à la dissolution de l'association Dana Massagou pour indiquer clairement aux uns et aux autres que la protection des populations reste et restera le monopole de l'État. Aucune revendication n'a été faite pour le moment et aucune identification formelle des auteurs du massacre. Alors que le Mali pleure ses morts, le Kenya célèbre Peter Tabichi, un professeur de mathématiques et de physique qui a reçu le prix mondial de l'enseignant 2019 de la Fondation Varki. The winner of the Global Teacher Prize for 2019 is Peter Tabichi. Il est entré dans l'histoire comme le tout premier Africain à décrocher le prix du meilleur enseignant au monde. Une distinction décernée chaque année pour valoriser ce métier très souvent relégué au second plan dans certains pays. Peter Tabichi, lauréat de la 5e édition qui empoche $1 million, est récompensé pour son dévouement qui consiste aussi à consacrer 80% de son salaire à aider les plus défavorisés, des enfants démunis auxquels le lauréat a dédié son sacre.
Un public reportage dans ce journal, Orange Cameroun, qui encourage l'entrepreneuriat jeune. C'est à la faveur des Arcadia Workshop étape 3. Cet atelier s'est tenu à Yaoundé. Reportage. Avec 64% de la population au Cameroun, les jeunes de moins de 24 ans constituent une force ouvrière qu'il faut capitaliser. Orange Cameroun, entreprise citoyenne qui ne lésine sur aucun moyen, encourage et célèbre le talent des jeunes à travers le concept Arcadia Workshop Series. L'objectif recherché par ce concept, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle du Youth Empowerment. C'est de donner de la volonté et du pouvoir aux jeunes, essayer de former les jeunes à la vie de demain qui les attend. Donc Arcadia est une initiative géniale que Orange supporte parce que grâce à ça, nous arrivons à transmettre aux jeunes ce qu'il faut. Entrepreneurship, leadership, tous les skills dont ils auront besoin pour bien s'imposer dans la vie de demain. Arcadia Workshop Series est rendu à sa 3e étape après Buea et Douala. À Yaoundé, Orange Cameroun offre des enseignements et des séances de coaching sur l'entrepreneuriat jeune. Est-ce qu'on a vraiment l'étoffe, est-ce qu'on a vraiment les skills pour devenir un entrepreneur et pour s'investir dans un projet? Un accent est mis sur le digital qui a révolutionné l'esprit créatif de la jeunesse camerounaise. Le digital a permis à la jeunesse de sortir, en fait, de prouver tous les talents qu'ils ont. Aujourd'hui, Orange Cameroun a à cœur d'accompagner cette jeunesse-là. On voit très bien ce qu'Orange fait aujourd'hui avec le mobile money, qui a permis de révolutionner les transactions financières. Orange s'investit dans tout ce qui est entrepreneuriat à travers, par exemple, le concours de l'entrepreneuriat social. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour dire aux jeunes, on a très bien compris que le secteur informel représente 90% au Cameroun. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner ces jeunes-là de sortir du secteur informel pour le secteur formel, en créant de l'emploi, tout en capitalisant sur ce que le numérique peut leur apporter. Soutenu par Orange Cameroun, Arcadia Workshop Series est également une réponse à un problème que rencontrent les jeunes à la fin de leurs études, à savoir l'orientation professionnelle. Beaucoup de jeunes, quand ils partent de l'école, de l'université, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, mais ils oublient qu'en fait, chaque jeune peut développer à travers ce qu'il a déjà pour être un entrepreneur. On est en train de faire des partenariats avec des entreprises pour permettre à ces jeunes d'avoir des stages, ce qu'on appelle les internships, et on leur encourage à vraiment bosser dur et montrer leur valeur à ces entreprises déjà pour pouvoir être récupérés en tant qu'employés. Et dans le futur, on est en train de voir les possibilités de travailler avec, faire un partenariat avec des instituts à l'étranger pour pouvoir avoir une accréditation internationale. Un bon entrepreneur a également besoin d'être en bonne santé. Orange Cameroun l'a compris. La 3e étape de Arcadia Workshop Series à Yaoundé est également marquée par quelques exercices physiques. Question de chasser le stress. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Auto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. La gestion de la crise dans les régions nord-ouest et du sud-ouest amène plusieurs Camerounais à être insatisfaits de leur pays de manière globale, de la gouvernance, de la démocratie. Cédric Nouvelé. Vous l'avez dit, ils se sont exprimés dans le cadre d'une enquête d'opinion publique réalisée par Afrobaromètre, un institut de renommée internationale qui permet de percevoir les changements, l'évolution dans la perception des Camerounais sur le fonctionnement de la démocratie. De moins en moins croient que le Cameroun est un pays démocratique au regard de l'enlisement de la crise anglophone, au regard des nombreuses intimidations politiques que vivent des hommes politiques de l'opposition notamment, et l'unité nationale qui est de plus en plus remise en cause, à la fois par les Camerounais de ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi ceux qui résident dans le reste du pays. Vous parlez de 1200 Camerounais qui ont été interrogés. C'est l'échantillonnage donc sélectionné par ce cabinet, ce centre d'études et de recherche qui a mené une enquête d'opinion publique auprès de 1200 Camerounais, dont près de 16 à 20% se trouvent dans les régions anglophones et 80% dans le reste du Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel d'Equinox Soir. Deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours avec nos 4 invités.